Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 16. 16 comme l'âge de Kylian Mbappé lors de son premier match avec l'AS Monaco le 2 décembre 2015. Bientôt 10 ans de carrière pour le génie de Bondy. Au sommaire ce soir, le gouvernement australien a officiellement inscrit le corps des gardiens de la révolution islamique, bras armés du régime iranien, sur sa liste des entités responsables de terrorisme. Une décision qui fait suite à plusieurs attaques visant la communauté juive sur le sol australien. Nous recevrons ce soir les deux auteurs d'une bande dessinée importante, très importante en ces temps difficiles. Elle est intitulée « Comme un juif en France » et c'est vraiment très drôle. J'ai déjà hâte de les interroger. Au programme du Tour de l'info, surprise, vous découvrirez ça après la pub. Le second débat sera consacré aux tensions autour du consulat français à Jérusalem et rendez-vous en fin d'émission pour la carte blanche de Julien Assad. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Allez, c'est parti. En plateau ce soir pour cet épisode 16 de la saison 1 de Ça se débat, Caroline Portes. Comment allez-vous, Caroline Portes ? Je découvre les locaux parisiens, ce qui est sympa. Nous languissions de vous ici, alors on a décidé de vous faire participer à Paris. C'est pareil, je me languissais aussi, moi, de vous. C'est pas trop difficile de ne pas être en plateau à Tel Aviv ? Alors, j'ai le plaisir d'être avec Claudie, donc c'est sympa, on a déjà parlé. Voilà. Non, tout va bien, on est content. À vos côtés, Claudie Siard. Bonsoir Claudie, comment allez-vous ? Mais oui, ça va, cher Raphaël, fan de Kylian Mbappé. Laissez-nous Caroline un peu à Paris. Voilà. Mais non, elle rentrera bientôt. Claudie Siard, on sait l'amour que vous avez pour la musique. Alors, un petit mot, un petit hommage pour Jimmy Cliff qui nous a quittés le 24 novembre. Ah oui. Oh oui, grand monsieur à qui j'ai rendu hommage dans mon émission sur RFI. Grand monsieur. Ce qu'on oublie beaucoup, c'est que Jimmy Cliff, au-delà d'être une figure de la musique, c'était aussi quelqu'un très engagé dans le social. Il était acteur, comédien, et c'est quelqu'un qui a beaucoup fait aussi pour sa communauté et pour l'image de la Jamaïque aux quatre coins du monde. Voilà. Et il y a des chansons qui sont dans nos cœurs. Reggae Night, évidemment, Many Rivers to Cross, et quelques autres chansons sur lesquelles nous allons encore danser pendant quelques décennies. Et à Tel Aviv, Laurent génération. Vous aimez bien Jimmy Cliff ? Bien sûr, c'est également ma génération. On a grandi sur ces musiques et on aura encore beaucoup de plaisir à l'écouter, c'est clair. Et en face de vous, Stéphane Blachman. Bonsoir. Raphaël. Bonsoir Stéphane. Comment allez-vous ? Écoutez, ça va bien. Moi aussi, très triste pour Jimmy Cliff. Je suis un grand fan de reggae. Et d'ailleurs, j'ai eu la chance de voir en 1979 Bob Marley en concert à Strasbourg. Incroyable. Incroyable. Quelque chose d'inimaginable. On parlait avant l'émission, on ne parlait pas que de musique, on parlait aussi de cartes. Et notre ami Laurent Ayache a dit qu'il vous mettait une tollée à chaque fois aux cartes. Est-ce que c'est vrai ? Non, d'abord, c'est pas vrai. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. D'abord, c'est pas aux cartes. Vous jouez à la contrée. À la contrée. On joue à la contrée. Okay. On est des joueurs de contrée, voilà. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas joué parce qu'il ne s'est pas remis de la dernière défaite. Je laisse dire. Et chers téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à voter tous les soirs sur le compte Instagram de i24 News. Merci à tous. Et si vous nous regardez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu d'i24 News. C'est le moment de découvrir quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission d'hier. À la question « La menace terroriste en Judée-Samarie peut-elle être éradiquée par des opérations militaires ?» Vous êtes d'accord à 78% avec Nathanaël Slama. Et à la question « Faut-il retirer la nationalité israélienne au soutien des organisations terroristes ?» Vous êtes d'accord à 97% avec Rachel Bourlier. Passons tout de suite, sans plus tarder, au premier débat de l'émission qui concerne le gouvernement australien qui a inscrit le corps des gardiens de la révolution islamique sur sa liste des États soutenant le terrorisme. Cette décision fait suite à une évaluation selon laquelle le corps des gardiens de la révolution islamique avait organisé des attentats contre la communauté juive australienne. Cette décision a inspiré l'équipe de Ça se débat et nous avons posé 7 questions à nos débatteurs. La France doit-elle inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur sa liste des États soutenant le terrorisme ?
Caroline Sportes a répondu oui, un oui très spontané. Et Claudie Siard, il n'est pas d'accord. Ça se débat, saison 1, épisode 16, Face à Face 1, c'est parti. Caroline, vous commencez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Claudie, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? J'attendais votre oui, mais Caroline, c'est à vous. C'est parti. Alors bien sûr, je suis pour, je m'en explique. Je rappelle que les gardiens de la Révolution, comme vous l'avez dit très justement Raphaël, sont le bras armé de la dictature des mollahs en Iran. On le sait, ils soutiennent, financent quasiment tous les groupes terroristes, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis. Ils viennent de débloquer 1 milliard de dollars pour le Hezbollah alors que l'Iran est dans une situation, dans une crise économique, sanitaire épouvantable. On sait également qu'ils disposent de capacités cyberoffensives énormes. C'est également un empire économique qui leur permet de propager leur idéologie. Ils essayent même de le faire là, maintenant jusqu'en Afrique. Donc, ce serait une avancée majeure parce que ça signifierait de combattre le terrorisme d'État. Et les conséquences juridiques seraient énormes puisque ça permettrait de criminaliser et de poursuivre tout soutien des gardiens de la Révolution. Et quand on sait qu'en France, on n'arrive pas à classer les frères musulmans en classe terroriste, eh bien, ça... Pardon. Alors là, c'est fini. Claudie Siard, c'est à vous. 1 minute pour répondre. C'est parti, Claudie. J'entends ce que dit Caroline, mais le simple fait de poser cette question me pose problème. On est encore dans cette vision de l'Occident qui décide qui fait quoi, qui peut obtenir un bon point, qui obtient de mauvais points. Et le fait de réagir de cette façon-là, eh bien, crispe une grande partie des pays du monde qui sont souvent d'ailleurs nés du fait colonial. C'est une posture coloniale de voir les choses ainsi. Les gardiens de la Révolution, finalement, sont le fruit d'une situation politique en Iran, puisqu'ils sont nés en avril, le 22 avril 1979, si ma mémoire est bonne, et ils sont nés face à ce diktat, à ce pro-occidental qui était le Shah d'Iran. Et donc vous avez là des hommes qui se sont organisés pour organiser leur propre société. D'ailleurs, ils sont nés après la validation de la création de la République islamique. Alors oui, on peut dire que exporter certaines façons de faire n'est pas acceptable, mais ce n'est plus à l'Occident et encore moins à la France de dire qui est qui et qui doit faire quoi sur cette planète. Merci beaucoup, Claudie. Laurent Ayache, première question. Sur Instagram, là, vous votez Claudie ou vous votez Caroline ? Je vote Caroline. Je suis d'abord très surpris que à moitié surpris. Mercredi, je vous rappelle que mercredi prochain, le ministre des Affaires étrangères d'Iran est reçu en grande pompe. Non, c'était mercredi là, c'était il y a 2 jours. Ah, voilà. Alors, il a été reçu. Il a été reçu donc hier en France. Ministre d'un État terroriste. Ce n'est pas uniquement ce groupe armé qui est terroriste, l'État en lui-même est terroriste. Vous saluez la décision de l'Australie ? Non. D'abord, bien sûr, je salue. Mais moi, je voudrais revenir, je suis très étonné de la réponse de Claudie et je suis même attristé de cette réponse. Parce que quand on sait, les gardiens de la Révolution, le mal qu'ils font même aux Iraniens eux-mêmes, quand on se rappelle en 1992, l'attentat contre l'ambassade d'Israël en Argentine, avec les morts, l'école maternelle, tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le fait colonialiste, je sais que Claudie est très dans toujours ramener tout au colonialisme. Là, je suis désolé, il n'y a pas de colonialisme. Les gardiens de la Révolution sont une organisation. L'Iran était une colonie, hein. Oui, non, mais c'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de parler. On n'est plus en 1979, Claudie. On est aujourd'hui en 2025, bientôt 2026. Les gardiens de la Révolution ont fait peut-être plus de mal encore au peuple iranien qu'ils n'en ont fait aux Juifs. Caroline Sportes, Laurent Ayache ici présent, en parlait. Est-ce que Jean-Noël Barrot, selon vous, a eu tort de recevoir son homologue iranien ou il faut parler avec les Iraniens pour essayer de négocier avec eux, pour essayer d'avancer sur des dossiers comme le nucléaire, pour avancer sur les missiles à longue portée, pour avancer sur la libération de Français qui sont encore en Iran? Est-ce que c'était important de le recevoir tout de même? Alors, en l'état, je ne pense pas. Je pense que c'est très prématuré. Alors, évidemment, avancer vers des négociations, avancer vers des relations diplomatiques meilleures, etc. C'est toujours bien. On ne peut pas être contre. Mais je pense qu'en l'état, je veux dire, mettre la pression sur les gardiens de la Révolution en les classant justement comme organisation terroriste aurait beaucoup plus de poids que ces pirouettes diplomatiques
auquel se livre notre ministre, comme il a l'habitude de faire. C'est pas, je trouve qu'en l'état, ce n'est pas efficace. On sait, alors c'est vrai que je suis étonnée moi aussi par ce que dit Claudie, parce que là, parce que là, on n'est pas du tout dans le colonialisme. Non. On est clairement, parce que alors, si le peuple iranien, vous entendez, c'est extrêmement triste. On est dans la dictature des mollahs. Je pense que c'est quelque chose qui est complètement... dit, hein. Non, mais qui est complètement reconnu. Et vous traitez le problème comme si c'était un État souverain à part entière qui ne faisait pas de mal au reste du monde. Mais ils ont quand même une responsabilité dans ce qui se passe dans le monde. Dramatique. Caroline, je suis très... Non, Raphaël, il faut que je réponde. Caroline, laissez répondre Claudie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Laissez répondre Claudie. Et si j'ai commencé justement par répondre, moi à la limite, je vais vous dire, les gardiens de la Révolution, je n'ai pas dit là que je les soutenais, que je pensais que c'était un corps d'élite extraordinaire, que c'est pas du tout ce que je vous ai dit. Mais si on veut que ce monde change, la perception que l'on a des uns et des autres et de nous-mêmes, il faut que l'Occident arrête de penser qu'elle peut distribuer des bons points, dire qui est bien et qui est mauvais. Vous pensez que les États-Unis, pour certains pays du monde, qu'est-ce que c'est, si ce n'est pas un État terroriste? Non, attendez. Ce que je veux vous dire là, vous pensez que la France, tout à l'heure on va parler de l'Australie, c'est très intéressant. Vous pensez que la France, durant très longtemps, et encore aujourd'hui pour la Kanaki de Nouvelle-Calédonie, mais vous pensez que la France, durant très longtemps, n'a pas été un État terroriste pour des populations qui étaient dominées? Vous pensez que sur la guerre d'Algérie, la France n'était pas un État terroriste sur ces Algériens qui ont été tués pour leur libération? Ce que je veux vous expliquer, c'est ça. Il faut que nous arrivions, et moi je pense que Jean-Noël Barrot a eu raison de recevoir son homologue, parce que comme disait Mandela, on ne trouve pas la paix avec ses amis, mais avec ses ennemis. Laurent, j'ai une question pour Caroline. Je voudrais rebondir pour rappeler que, en fait, en Australie, c'est à la suite d'un attentat d'une synagogue que l'ambassadeur d'Iranien a été expulsé d'Australie et que donc aujourd'hui ils ont pris la décision. J'ai une question pour vous et c'est lié aussi à ce que dit Claudie. Parce qu'il faut se souvenir, lors de la guerre des 12 jours, et on en a reçu beaucoup sur i24 News, des opposants au régime des mollahs qui sont exilés à l'étranger, espéraient que le peuple iranien se saisisse de cette opportunité-là pour tenter de renverser le régime. Ils ne l'ont pas fait. Est-ce qu'il faudrait aussi, à un moment donné, juste accepter que le peuple iranien soutient ce régime dans sa majorité? Sinon, ils l'auraient déjà renversé, comme ils ont renversé le Shah d'Iran. Je pense pas que la population qui est au jour le jour en Iran, et on le sait, complètement massacrés dès qu'ils essayent de se... Comment on le sait? C'est pas vrai. On dit on le sait. Ah, c'est pas vrai, il y a des exécutions sur les places publiques, des pendus sur des grues de façon régulière, des gens condamnés à mort. Vous n'êtes jamais allé en Iran? Vous n'êtes jamais allé en Iran? Non, j'aimerais bien y aller, mais j'y serais pas le bienvenu. Mais quoi qu'il arrive, pourquoi l'Iran est un pays démocratique où on peut s'exprimer contre le régime en place sans aucun problème. C'est en deux mots, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Moi, tout simplement, ce que je veux dire, c'est que donc, si j'écoute Claudie, il n'y a pas de terroriste. Il n'existe aucun terroriste dans ce cas-là. J'ai pas dit ça. Mais si, mais en gros, je n'ai pas dit ça. Accuser, parce que ce serait un pays occidental qui dirait que les gardiens de la Révolution sont des terroristes, on ne peut pas le dire. Non, je suis désolé, Claudie. Il y a des terroristes, le terrorisme existe. Je n'ai pas contredit Caroline sur ce que Caroline a dit. Mais Claudie, ce que je veux dire par là, c'est que dire que les gardiens de l'organisation sont une organisation terroriste, c'est œuvrer pour la paix de dire ces choses-là. À partir du moment où les gens se prennent la violence pour amener des idées, c'est du terrorisme. Caroline, j'ai une question pour vous, parce que vous êtes en France actuellement, et la France... Caroline, non, j'ai la parole. La France a été la cible de l'Iran, et nos téléspectateurs se souviennent de l'attentat déjoué, par exemple, à Villepinte. C'est un exemple aussi. Il y avait un rassemblement de gens qui étaient hostiles au régime, et il y a eu un attentat qui a été déjoué par la France, et on l'a appris ensuite qu'ils avaient été aidés avec des renseignements des services secrets israéliens. Bien sûr, j'ai pas eu le temps de terminer tout à l'heure pendant la minute, mais c'est effectivement ce que je voulais dire, c'était que l'intérêt juridique, stratégique et sécuritaire de déclarer comme organisation terroriste les gardiens de la Révolution, ça aurait un impact en Occident et en France, puisque ça permettrait de criminaliser et de poursuivre les soutiens des gardiens de la Révolution. Alors, c'est un peu comme les soutiens des frères musulmans, c'est un petit peu la même chose. Et donc, ce serait un effet de domino
en fait, mais positif. Là, on parle politique, on parle pas religion. Mais parce qu'on parle de la France. Est-ce que la France a un intérêt à les déclarer organisation terroriste? Alors, ils n'arrivent pas à le faire avec les frères musulmans, alors qu'il y a quand même énormément de pays musulmans qui l'ont fait. C'est quand même hallucinant. Non, mais je termine ici. Oui. Mais pardonnez-moi. Donc, ce serait vraiment, à mon avis, un tournant pour le monde, pour l'Occident, mais un tournant positif et un tournant aussi peut-être pour le peuple iranien. Alors, Claudie, répondez. Dans ces cas-là, Caroline a dit quelque chose. A dit, ce serait un tournant pour l'Occident. Non, pour le monde. J'ai dit pour le monde. Pour le Moyen-Orient aussi. Et après pour le monde. Pour le Moyen-Orient. Oui, Raphaël. Non, ce que j'essaie d'expliquer toujours aux uns et aux autres, c'est que on peut toujours être considéré comme étant le terroriste de quelqu'un, l'oppresseur, l'opprimé de quelqu'un. Non, mais attendez. Et je voudrais juste rappeler que la terminologie de terrorisme n'existe pas au sein d'une entité qui se veut démocratique, en tout cas rassemblant tous les pays du monde, et qui s'appelle l'ONU. Il faut qu'on avance. Très bien. Vous en avez l'habitude. La première demi-heure de l'émission se termine toujours par une interview. J'ai un vrai coup de cœur pour nos deux invités du soir. Déjà, parce que j'adore les bandes dessinées. J'ai grandi avec les escapades à cheval de Lucky Luke, les gaffes de l'agent 212, les rêves de Cédric, la famille de Boule et Bill, les voyages de Tintin et les aventures d'Astérix. La liste est longue. Nos invités s'appellent Isabelle et Antoine Chéreau. Ils ont sorti récemment un méga album très drôle sur l'antisémitisme intitulé « Comme un juif en France ». Je suis juif, mais je n'habite pas en France. Mais ce sujet me touche et vous touche aussi, je le sais bien, chers téléspectateurs. L'interview du tac au tac avec Isabelle Chéreau et Antoine Chéreau, c'est maintenant. Bonsoir Isabelle, bonsoir Antoine, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous répartissez la parole comme vous voulez. Ma première question est la suivante. 184 pages de dessins aussi percutants que drôles, vous n'avez pas manqué d'inspiration pour votre projet? Non, on n'a pas manqué d'inspiration, on s'est même un peu réfréné pour rester dans une certaine ligne parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur le sujet. Voilà. Le thème principal de votre bande dessinée, c'est quoi être un juif, on va dire, c'est quoi être un juif en France? Et vous, quelle est votre réponse à cette question? Oups. Être un juif en France en ce moment, c'est particulièrement pénible. C'est angoissant, c'est inquiétant. Voilà, ce qui fait que l'idée nous est venue avant le 7 octobre parce que ça montait déjà. Et après le 7 octobre, pour ma part, j'étais parfaitement convaincu, ce qui était le cas déjà d'Isabelle, mais j'étais convaincu qu'il fallait qu'on le fasse. Dans les pages de cette bande dessinée, il y a un couple qui rigole du fait d'être aimé, mais aussi d'être accepté, mais aussi d'être toléré. Et après, il baisse un peu le curseur jusqu'à être compris. Aujourd'hui, les Juifs en France demandent juste d'être compris. Même ça, c'est difficile. Même ça, c'est difficile. Même ça, c'est compliqué. Oui, on se sent... en ce moment, on se sent, je ne dis pas que c'est tout le monde, mais on se sent à peine toléré, quoi. À peine toléré. Allez-y, Isabelle. Oui, pas de toutes parts, mais c'est vrai qu'il y a une flambée d'antisémitisme encore plus virulent qu'avant le 7 octobre, depuis le 7 octobre. Et on voulait en parler et surtout le faire savoir. Il y a eu toutes sortes d'explications, de livres qui sont sortis, des essais ou des constats écrits. Nous, on a voulu aborder le sujet de façon différente. Parce que la BD, c'est facile à comprendre, un dessin vaut 1000 mots. Et on s'est dit qu'on allait expliquer ce problème, la normalité du citoyen juif et qui ne mérite pas cette espèce de flambée de haine qu'il subit de plus en plus. D'ailleurs, même depuis le cessez-le-feu, il n'y a pas eu de cessation non plus d'attaques et d'agressions antisémites. Ça continue au contraire. D'ailleurs, avant-hier, je me suis fait traiter de salioupin. Oui. Même pas un monsieur devant, aucun signe de politesse, rien. Salioupin. Mais dans quel contexte? Sur les réseaux. Sur les réseaux, oui. Moi, ça m'était arrivé déjà. Voilà, c'est assez gai dans l'ensemble. Et vous dénoncez tous les clichés sur les Juifs, ceux même qu'on pensait disparus, mais que finalement n'ont pas tant disparu que ça. Non, c'est tenace, hein. Oui, ça a été bien déterré. Ils ont déterré, oui. Et dans la bande dessinée, on a
honnêtement dévoré avec toute mon équipe. Vous caricaturez aussi des figures connues de nos téléspectateurs de la politique française, et on voit quand même qu'il y a un bord que vous ciblez plus comme ceux qui sont les tenants de l'antisémitisme aujourd'hui. Bon, Oui. vous voulez parler de LFI? J'ai rien dit. Vous n'avez rien dit, mais nous on va les citer. C'est vrai qu'il y a un acharnement chez ces gens-là qui est absolument pitoyable. Alors je comprends que ce soit purement électoral. S'il suffit d'écouter Mélenchon il y a quelques années, c'était pas le même. Donc il a choisi une piste qu'il entretient savamment, relayée par une troupe de suiveurs, on dirait une secte. Ils reprennent tous les mêmes arguments, les mêmes choses. Quand il y en a un qui publie, tout le monde publie. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre très peu plaisante. Vous connaissez le principe de cette émission. Il y a des panélistes autour de moi en plateau, 2 à Tel Aviv, 2 à Paris. Et Stéphane Blachman a une question pour vous. Moi, je voudrais savoir, moi je suis ce qu'on appelle en Israël un juif de gauche. Et alors aujourd'hui, j'imagine que c'est totalement impossible d'être un juif de gauche en France, non ? Oui, il y en a. Ils sont effectivement de moins en moins nombreux, je pense. Il y a surtout des nostalgiques de la gauche d'antan. Voilà, c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Oui, parce qu'il n'y a plus de. Elle n'existe plus aujourd'hui, elle n'est plus représentée. Non. Et aujourd'hui, on ne peut même plus en avoir un avis sur Israël, parce qu'on va être automatiquement catégorisé, ou alors on est un ennemi d'Israël, ou alors on est pro-Netanyahou. On ne peut plus en France avoir une vraie opinion. C'est ça, c'est un des problèmes, j'ai l'impression. On peut pas. Et c'est ce qu'on dénonce, c'est cet amalgame complètement permanent de tout, sans aucune nuance, jamais. Et je comprends pas, parce qu'on s'est battu nous-mêmes pour ne pas amalgamer d'autres personnes, d'autres groupes de la société française. Je vois pas pourquoi nous, les Juifs, on doit être amalgamés avec des épithètes aussi nauséabonds. Parce que là, l'amalgame, personne n'en parle. Et pourtant. Ouais. Laurent Ayache. Moi, je suis personnellement très admiratif de votre combat. Vous le faites en plus à travers une BD. Je suis également fan de BD. Et je suis admiratif de votre combat parce que Israël a besoin d'une diaspora forte. C'est important que les Juifs en France reprennent la place qu'ils occupent depuis tant d'années. Et malheureusement, aujourd'hui, on a l'impression de l'extérieur d'assister à une chasse à l'homme. Non seulement au niveau des idées, mais malheureusement même des fois physiquement. Et j'espère que vous n'avez pour l'instant été menacé uniquement dans les réseaux sociaux, mais pas de menace physique. Comment ça se passe au jour le jour? Non, ça va. Non, pour l'instant. Ça va. Non. Et puis on a 2 gardes du corps. Ils sont minuscules parce qu'on n'a pas les moyens, mais. Non, et en plus, là, on a commencé donc à faire des salons et on voit que pas mal de non-juifs nous soutiennent, oui. Et c'est plutôt bien, c'est rassurant. Puis l'album, il est très bien accepté, les gens comprennent. Donc ça fait chaud au cœur parce que parfois on se sent vraiment seul, vraiment isolé et menacé. Et là, on s'aperçoit que c'est pas le cas. Il y a quand même une majorité silencieuse parce qu'elle est peut-être atterrée de ce qui se passe, elle est peut-être apeurée aussi par ce qui se passe, mais en tout cas, elle est là. Et nous, on a confiance. Il faut garder l'espoir et pas baisser les bras. Allez-y. Mais juste, il reste 2 minutes avant la publicité, donc allez-y, s'il vous plaît, rapidement. Non, simplement. Moi, je voulais dire quelque chose. Si on veut parler à Paris, on veut parler. Bien sûr. Non, pas vous. Si. Non, je voulais simplement ajouter que ça fait depuis longtemps que je publie des dessins sur les réseaux, que oui, j'ai un parti pris, oui, j'assume complètement mes choix, et que ce qui me frappe, c'est qu'avant, j'avais des partages absolument innombrables et des likes. Et quand j'aborde ce sujet-là, les gens ne repartagent pas, et je peux le comprendre parce que je pense qu'ils ont peur de s'en prendre plein la tête. Voilà. Caroline. Moi, je voulais dire un petit mot. Je trouve absolument génial ce combat de l'antisémitisme par l'humour. Et ça rejoint, je ne sais pas si vous le connaissez, mais sur Instagram, je vous invite à regarder We Are Cliché.
aussi qui se moquent des clichés, mais pas que des clichés antisémites, des clichés aussi contre la communauté noire, contre la communauté chinoise. Ils sont absolument formidables. Et moi, je suis une juive de France et une juive d'Israël. Et moi, je l'ai vécu dans ma chair, ce que vous racontez, il y a pas très longtemps, au début de la guerre, où on a arraché des affiches d'otages devant moi, et je me suis interposée, presque arrivée aux mains. Pourtant, je suis vraiment pas violente. Et c'est vrai que cette majorité silencieuse, j'aurais bien aimé l'entendre parce que personne n'a pris ma défense. Ouais. Antoine ne voulait pas que je m'exprime, mais je vais quand même m'exprimer. Claudie, on va marquer une page de pub. On va demander à nos très chers auteurs s'ils peuvent rester 4 minutes d'attendre la pub et on les reprend juste après pour qu'on puisse continuer ce tour de table. Ça vous va? Avec plaisir. Avec Claudie, il n'y a rien de personnel. Très bien. Alors, il est l'heure de marquer une courte page de pub et on se retrouve tout de suite sur i24 News pour la poursuite de cette interview. À tout de suite. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. עוד יותר, כן, עוד יותר, כן. מזל טוב. אתה הכי טוב. עוד יותר טוב. אלבר, רק את הטוב. ועוד הנפקה מוצלחת לחברת ההייטק הישראלית. אולי תהיה יותר טוב, משה. Israël est fort et en pleine croissance. Maintenant, plus que jamais, c'est le moment de faire son alia. It's Christmas time, love is in the air, need you more than ever. Snow keeps snowing, the wind keeps blowing, but we'll be snug and so warm. And we wish you Merry Christmas, it's Christmas time at last. Le cadeau qu'on rêve tous d'avoir dans notre petit soulier est chez SFR. SFR, on s'engage pour vous. Ils visent des civils, des enfants, des familles. Au sol, une autre bataille se joue, celle de la vie. Les secouristes du Magen David Adom sont là chaque seconde auprès du peuple d'Israël. Mais ils ont besoin de vous. Un don, c'est une ambulance qui arrive à temps. Donnez maintenant. mda-france.org. mda-france.org. J'en ai marre de ces interviews. Tout est trop attendu, trop calibré, vous comprenez? Allergie au politiquement correct. Stade avancé. Et si on osait tout dire?
On essaye. Confidence, c'est un moment hors du temps. Des figures inspirantes, publiques ou plus discrètes, nous racontent leurs rêves, leurs blessures, leurs vérités. Confidence avec Nathalie Nagard. Sur le plateau d'i24 News, toujours en compagnie de Stéphane Blajman, Laurent Ayache, Claudie Siard et Caroline Sportres. Avant la pub, on parlait de cette bande dessinée Comme un juif en France et les auteurs sont toujours avec nous. Et Claudie Siard, vous avez la parole. Merci beaucoup. Oui, moi je voudrais de toute façon saluer déjà, moi aussi je suis un fan de BD, je voudrais saluer le travail. Je n'ai pas lu encore, donc je vais me précipiter après cette émission pour essayer de la trouver ou demain matin pour lire. J'ai relevé deux choses qui me semblent très importantes. Vous avez dit des juifs français, et moi j'ai toujours envie de dire des Français de confession juive. Pour moi c'est toujours important de rappeler que nous sommes avant tout, quelle que soit notre religion, quelle que soit, nous sommes avant tout des Français, et que l'égalité de traitement et le combat face à toute forme de racisme, de discrimination devrait être notre combat à tous. Et puis, peut-être que là, à travers cette bande dessinée-là, et peut-être que vous aussi, tous les deux, à travers votre travail artistique important, peut-être que vous comprenez désormais ce que vivent, et depuis des décennies, des Français, parce qu'ils sont d'origine africaine, d'origine antillaise comme moi, toutes les discriminations au logement, discrimination à l'emploi, violences policières et tout cela, peut-être que vous comprenez un petit peu plus au regard des temps que des Français de confession juive subissent et vivent aujourd'hui. Voilà, et c'est ce que je voulais vous dire. Et peut-être que le second volet, Antoine, peut-être que le second volet sera comme un noir en France. Claudie, d'abord, oui, vous avez raison, on est français et juifs. C'est ce qu'on dit, c'est pour ça qu'on a dit il n'y a pas de raison qu'on soit discriminé, haï, montré du doigt, etc. Et on n'a pas attendu de l'être en ce moment pour comprendre la souffrance de ceux qu'ils sont, même venus d'autres origines. Voilà, donc ça, là-dessus, vous avez raison. Et quand vous lirez l'ouvrage, vous verrez justement qu'on fait référence à ça. Voilà. Et un second point, il se trouve, Claudie, qu'on a sorti il y a déjà quelques années, un album qui ne parlait que de ça, puisque ça s'appelait L'égalité est un long fleuve tranquille, où on ne parlait que de discrimination. C'est notre spécialité. Voilà, donc c'est un peu, nous on aborde surtout des sujets de société, et il se trouve que cet album avait rencontré un immense succès. Et d'ailleurs, les entreprises même s'en étaient emparées pour l'acheter, pour parler à leurs salariés justement des discriminations, et on ne parlait que de ça. Antoine et Isabelle. Eh ben voilà. Je veux entendre ça de votre part. Antoine et Isabelle, où est-ce qu'on peut, pour nos téléspectateurs maintenant, je pense qu'on leur a mis l'eau à la bouche, où est-ce qu'on peut se procurer votre bande dessinée et toutes les autres? Allez-y. Alors, c'est très simple. On a deux choses. Nous, on ne travaille qu'avec quelques libraires partenaires, mais sinon, parce que l'économie d'un album de ce type-là est fragile, on ne travaille qu'avec mon site qui est www.antoinechereau.fr. Et ça, vous trouverez toutes les BD. Et également, pour ceux qui auraient du mal à retenir notre nom, il suffit de taper dans le navigateur en minuscule « Comme un juif en France » .fr, tout attaché, comme un juif en France.fr. Et là, vous avez une page HTML qui vous ramène vers le site. Et vous pouvez livrer en Israël ? Alors, je vais vous dire, Israël, j'ai plein de demandes. Le problème d'Israël, c'est que il y a encore, jusqu'au mois de septembre, il y avait un tarif extraordinaire qui permettait aux éditeurs d'envoyer à l'étranger pour des sommes modiques. Ils ont évidemment supprimé cette chose-là. Pour vous donner une idée, envoyer en Israël en mondial relais international, non, c'est du Colissimo international, on est à 45 € de port. Vous savez qu'il y a une librairie française qui s'appelle la librairie du foyer. Je peux peut-être vous envoyer les coordonnées de façon à ce qu'ils aient votre bouquin. Je pense qu'il y aurait du succès. Écoutez, ça sera avec grand plaisir. Et puis il y a Amazon aussi. Ça sera avec grand plaisir. Parce que nous, effectivement, ça nous désole d'être obligés de dire à des gens qui auraient voulu commander, mais j'ai également le problème avec des gens de New York et tout. Ce que j'ai envie de dire, c'est que
J'invite ceux qui veulent l'acheter pour Israël. Je leur ai dit, si vous avez de la famille qui vient bientôt, prenez-le, commandez-le, faites-le venir en France. C'est ça. On va demander à Caroline de nous le ramener. On va demander à Caroline. Oui, j'allais vous le proposer. Très bien. Combien j'en ramène? Donc, qui en veut? Moi, j'en veux. Moi aussi. C'est un grand exemplaire. Attention, c'est attention, les droits de douane, s'il vous plaît. Les droits de douane. Je plaisante pas, je vais aller les acheter demain, je vais les ramener. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. Et j'espère que votre livre va rencontrer un grand succès. À très vite sur i24 News. Merci. Au revoir. Portez-vous bien. À bientôt. Et je vous propose maintenant, vous en avez l'habitude après la pub, de faire le tour du reste de l'info. Stéphane Blajman, je commence avec vous avec une information que j'ai vue sur votre compte Facebook qui vous a beaucoup énervé et je pense que vous savez de quoi je vais parler. Il y en a tellement qui m'énervent. Ah oui, parce que vous êtes souvent fâchés sur Facebook. J'ai même vu des commentaires sur Facebook de gens qui écrivent « Tu es plus modéré en plateau que sur Facebook ». Mais c'est vous, Raphaël, qui me calmez, c'est pour ça. Mais là, vous allez vous mettre en colère. La coalition a rejeté mercredi une proposition de loi présentée par une députée de l'opposition visant à apporter une aide financière immédiate aux otages libérés et aux familles des otages tués. Ce projet de loi, proposé par Pnina Tamano-Chata, députée du Parti bleu-blanc, prévoyait une aide de 4 millions de shekels pour les otages libérés et leurs familles. Plusieurs d'entre eux ont lancé des appels aux dons afin de compléter les allocations et les subventions versées par l'État aux personnes libérées de Gaza pour financer leur réinsertion. Après le rejet du projet de loi par 50 voix contre 40, donc il y a 120 députés à la Knesset, il n'y en a que 90 qui ont voté, la députée Tamano-Chata a critiqué la coalition, l'accusant d'avoir tourné le dos aux otages libérés et aux familles des victimes. Fin de citation. Stéphane, c'est à vous. Mais que rajouter? Que rajouter à ça? C'est ignoble. Je ne vois pas d'autres mots. Comment, aujourd'hui, le gouvernement, avec sa responsabilité immense qu'il refuse d'assumer, peut refuser d'aider les otages et leurs familles? Écoutez, je pense que Laurent sera d'accord avec moi, je pense que personne ne peut comprendre cette décision. C'est au-delà de tout quand on sait l'argent qui est dépensé, qui est donné pour rien du tout, et laisser comme ça tomber ces gens qui ont souffert dans leur chair, moi personnellement, ça me révolte au plus haut point. Claudie, votre information. L'Allemagne a entamé des pourparlers avec Israël pour l'acquisition de systèmes antimissiles supplémentaires Arrow 3, après avoir déjà acheté des batteries de cette technologie en 2023. Berlin justifie cette démarche par la montée des menaces sur sa sécurité et celle de ses alliés européens, en particulier dans le contexte des tensions liées à la Russie. Israël qui participe donc à cette course à l'armement dans l'Union européenne face à la Russie. Une réaction? Vous voulez que je réagisse à cette Allemagne? J'aimerais bien revoir les textes qui, après la Seconde Guerre mondiale, interdisaient à l'Allemagne d'aller au-delà d'un certain type d'armement. Aujourd'hui, on sait que l'Allemagne va beaucoup plus loin. On lui permet ça. Alors vous me direz, effectivement, les temps ont changé. Et puis, est-ce que Israël a le droit, doit s'armer? Ce n'est pas à moi d'avoir un jugement sur cela. La seule chose que je peux vous dire, si cet armement est un armement défensif, oui. Si c'est un armement offensif et pour continuer à menacer certains de ses voisins, c'est problématique. La question pour moi, elle est surtout sur l'Allemagne. Et l'Allemagne s'arme de plus en plus. Et même si l'Allemagne ne représente pas une menace, mais on est en droit de s'interroger, sommes-nous là encore dans les règles édictées après la Seconde Guerre mondiale? Merci beaucoup Claudie. Laurent Ayache, votre information, une information culture. Sarit Haddad, vous aimez bien? Oui, bien sûr. Elle célèbre 30 ans de carrière et elle a déclaré « Je ne fais que commencer ». Une réaction? Je vais vous dire, on l'a reçue il y a moins de 2 ans. Elle est venue à... Je rigole, c'est pas vraiment ça l'information. Mais vous aimez bien Sarit Haddad? Elle est venue il y a 2 ans à Ranana. J'ai eu le plaisir d'assister. Il adore faire ça. Il l'a déjà fait. Ses concerts. Et elle est incroyable. Elle est dynamique. On connaît tous ses tubes. Maintenant, la vraie information. La vraie info. Parce que moi aussi, j'adore Sarit Haddad, mais bon, c'est un peu de légèreté dans cette émission, mais c'était pas la vraie info. La vraie info, c'est ça.
La Histadrout, via son syndicat des travailleurs des transports et des ports, a exhorté jeudi la ministre des Transports, Miri Regev, a annulé sa rencontre prévue avec le PDG de Wizz Air, venu présenter les ambitions de la compagnie hongroise pour s'implanter durablement en Israël. Selon le syndicat, ouvrir largement le marché à Wizz Air sans concertation préalable pourrait fragiliser les compagnies israéliennes et mettre en péril des milliers d'emplois. Entre payer moins cher ses billets d'avion et ce risque-là, qu'est-ce que vous préférez ? Moi, je vais vous dire, casser les monopoles israéliens, je suis pour, en tant que consommateur. Je pense que on attend ça, non seulement au niveau des billets d'avion, mais sur beaucoup d'autres domaines. La Histadrout, aujourd'hui, malheureusement, avec ses dirigeants, avec toutes les affaires de ces dernières semaines, je pense qu'elle devrait se faire très petit. C'est devenu très politisé comme syndicat, et je trouve ça aberrant. C'est clair que la Histadrout, ce syndicat doit s'occuper de ses employés et donc de ses adhérents, mais doit s'occuper aussi des citoyens israéliens avant tout. Caroline Sportes, selon un nouveau sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD, 69% des Français sont favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public, c'est-à-dire dans la rue ou encore dans les parcs. Une opinion qui a gagné 8 points comparé à un sondage précédent réalisé en novembre 2022. Est-ce que vous êtes surpris par cette augmentation ? Non, je ne suis pas du tout surprise. Non, je pense que là, les Français commencent à comprendre effectivement que le port du voile n'est plus ce qu'il était. C'est devenu clairement un geste politique, un geste de conquête. On a eu le 11 septembre, on a eu le 13 novembre, on a eu le 7 octobre. Et l'islamisation empire grâce aux frères musulmans. On a vu le sondage la dernière fois également ensemble sur la radicalisation des jeunes en France qui est extrêmement inquiétante. Le port du voile par des fillettes à l'Assemblée. Donc il est temps effectivement que les vraies valeurs de la République, j'ai envie de vous dire, de remettre l'église au centre du village et que les vraies valeurs de la République, dont la laïcité, reprennent place en France. Alors, pardon, j'anticipe, je termine, parce que je sais ce qu'on va me servir de l'autre côté. On va me dire, oui, alors dans ces cas-là, enlevons la kippa également dans l'espace public. Mais je pense que si on demande aux Juifs d'enlever la kippa dans l'espace public, ils le feront volontiers et ils mettront une casquette. Donc, voilà. Voilà, c'est fini pour le tour de l'info. Il faut qu'on avance. Non mais arrête. Non mais Raphaël, écoutez, je vais être attaqué par Caroline. Non, c'est pas ça. Mais jamais de la vie. Moi, vous savez que je suis pas un religieux, donc je ne vais pas. Pour moi, donc là, ça relève. Vous devriez être d'accord avec moi, ça relève de la foi et tout cela, et je laisse la liberté aux femmes et aux hommes, quelle que soit leur confession, leur religion, aux bonnes sœurs ou autres, de porter ce qu'ils souhaitent. Voilà, moi, je suis plutôt dans cette liberté. Sauf quand c'est pas un geste politique. Et on finit. Je suis dans cette liberté. C'est comme ça qu'on termine le tour de l'info et qu'on passe tout de suite au second débat de l'émission. La France a demandé au ministère israélien des Affaires étrangères de renforcer la sécurité de son consulat à Jérusalem. Alors, petite explication pour nos téléspectateurs. Le consulat, établi en 1843 dans la partie ouest de Jérusalem, gère les relations diplomatiques de la France avec les Palestiniens de l'est de Jérusalem, de Judée-Samarie et de la bande de Gaza. Ces derniers mois, le consulat s'est retrouvé au cœur d'une querelle diplomatique entre la France et l'État hébreu. Le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, avait soutenu sa fermeture après l'annonce par Emmanuel Macron de son intention de reconnaître un État palestinien. Il y a quelques jours, le député Ohad Tal, on voit les images s'afficher, du parti sioniste religieux, a interpellé un représentant français qui se trouvait devant le consulat et lui a demandé « Pourquoi travaillez-vous d'ici si vous représentez les Palestiniens ? Nous sommes en Israël, nous ferons en sorte que vous ne puissiez plus opérer d'ici et représenter nos ennemis. » Cette affaire brûlante a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Israël doit-il fermer le consulat de France à Jérusalem? Laurent Ayache répond oui et Stéphane Vlachman répond non. Ça se débat, saison 1, épisode 16, Face à face 2. C'est parti. Laurent, vous avez 1 minute, vous avez raison de bord de l'eau, comme ça vous pouvez plus facilement faire la minute. 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Stéphane, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. Laurent, c'est parti, 1 minute. Consulat de France à Jérusalem, ça serait plutôt ambassade palestinienne au cœur de l'État d'Israël.
faut savoir que le consul de France à Jérusalem dépose ses lettres de créance, non pas au président israélien, mais à Mahmoud Abbas. C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'État d'Israël. Il se trouve dans la partie juive, la partie ouest de Jérusalem, qui n'est pas du tout. Enfin, il n'y a pas de problème pour savoir si c'est Israël ou pas. Tout le monde dit que c'est Israël. Donc, que fait cet établissement à cet endroit-là? Alors, il n'y a pas de problème, ils veulent s'occuper des Palestiniens francophones, il n'y a pas de souci qu'ils se déplacent à Ramallah. Maintenant, il faut savoir qu'un juif, un Israélien francophone qui naît à Jérusalem, qui va faire son passeport dans ce fameux consulat, sur le lieu de naissance au niveau du pays, c'est pas mentionné Israël, c'est marqué Jérusalem. C'est complètement fou. Les employés de ce consulat habitent à Jérusalem. Ouais. Stéphane, 1 minute, vous regardez la caméra numéro 2 et c'est à vous. Écoutez, ce consulat existe, comme on l'a dit, depuis très longtemps. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui me montrait qu'il a des forces, qu'il a des biceps entre l'extrémisme des sionistes religieux, entre Sarr qui, lui, change toutes les semaines d'avis. Je pense que c'est totalement ridicule. Ce consulat... alors dans ce cas-là, Israël dit OK, mettez votre consulat en Palestine et la Palestine est un pays. Mais le gouvernement ne veut pas d'un État palestinien. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, ce consulat donne aussi des services aux Français franco-israéliens de Jérusalem et de la région. Donc on veut quoi? Les embêter, les obliger à aller ailleurs? C'est totalement ridicule. On parle de diplomatie, on parle de choses totalement différentes. Ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, c'est pas comme ça qu'on avance en disant je vais fermer le consulat. C'est totalement ridicule et de toute façon, tout le monde sait que c'est encore des paroles en l'air. Ce gouvernement adore parler beaucoup, mais en vérité, personne ne fermera ce consulat. Tout le monde le sait très bien. Donc je pense qu'on peut partir plus loin et commencer à parler de relations qu'il faudrait équilibrer avec la France plutôt que fermer ce consulat. Merci beaucoup Stéphane. Première question pour vous, Claudie, elle est simple. Est-ce que vous votez Laurent ou vous votez Stéphane sur ce débat? Ah, moi, je vote Stéphane, évidemment. Et j'avais pris quelques notes, et c'est exactement ce que j'allais dire. Si on ferme à ce moment-là ce lieu diplomatique, eh bien, il y aura réciprocité peut-être de la France aussi. Et puis rappeler que il n'y a toujours pas d'État palestinien. Alors oui, il n'y a pas une feuille de papier entre Stéphane et moi. Caroline Sportes, si Israël considère que ce consulat est sur son territoire, alors pourquoi ne l'a-t-il pas fermé avant? Et sa place n'est-il pas, comme l'a dit Laurent, du côté de Ramallah? Moi, je dirais que je rejoins ce que dit Laurent. Si maintenant la position de ce consulat, je crois même qu'ils écrivent, j'avais lu ça, ils écrivent même pas Israël, ils écrivent Palestine. Jérusalem, Palestine. Enfin, Jérusalem. Oui, ça n'a aucun sens de laisser. Moi, je l'aurais même pas déplacé, moi je l'aurais fermé. Mais contrairement... Jérusalem est une ville... Puisqu'il n'y a pas d'État palestinien. Jérusalem est une ville à part. Désolé, il n'y a pas marqué Palestine si vous faites votre passeport. Il n'y a pas marqué Palestine si vous faites votre passeport. C'est totalement... Il n'y a pas... Jérusalem, il y a marqué... Non, pas sur le passeport. Non, pas sur le passeport. Pas sur le passeport, mais j'avais lu que sur des documents. Mais ça apporterait quoi de le fermer? On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre à un moment donné. On va être d'accord, mais ça va apporter quoi? Non, Stéphane, je te rejoins. C'est toujours pareil. C'est défendre... Attendez, c'est défendre les Palestiniens, mais... d'Israël, là où on est bien sécurisé. Mais c'est pas défendre les Palestiniens, donner des services consulaires. C'est une représentation. Stéphane, excusez-moi, Stéphane, je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a besoin d'un consulat français à Jérusalem qui soit rattaché à l'ambassade française à Tel Aviv. La France a décidé de pas transférer son ambassade à Jérusalem. Il n'y a pas de souci. On va pas refaire la politique du Quai d'Orsay. C'est clair qu'on a besoin d'un consulat français à Tel Aviv, mais qui soit rattaché à Tel Aviv, qui soit rattaché à l'ambassadeur de Tel Aviv. On ne peut pas mettre en plein milieu de Jérusalem, notre capitale, un bonhomme, un consul qui vient, qui sert les intérêts palestiniens d'un État qui n'existe même pas. Et qui ne s'occupe pas des 20 000 francophones israéliens qui habitent à Tel Aviv. Et ne s'occupe pas. Aujourd'hui, quand on veut faire une attestation de vie, un certificat de vie aujourd'hui, et généralement tous les retraités ont besoin de ce document pour pouvoir toucher leur retraite, ils vont aujourd'hui à la municipalité de Jérusalem pour avoir ce papier. Alors bon, il reste encore les passeports, comme j'ai dit, etc. Et je reviens sur ça, et c'est sûr et certain, quand on fait un passeport et qu'on habite à Jérusalem ou qu'on est né à Jérusalem, sur le lieu de naissance,
au niveau du pays, on marque Jérusalem. Jérusalem est devenu un pays. Laurent, moi je vais répondre. Le but de la diplomatie, le but des actes doit amener quelque chose. C'est-à-dire que fermer pour dire, regardez, j'ai des biceps, je ferme le consulat français, ça amène à quoi? Il faut dialoguer, il faut comprendre. Et là, on est simplement... Stop. Caroline, c'est à vous. Mais on n'a pas cette rhétorique sur dialoguer sans arrêt, mais on n'a pas d'interlocuteur, en fait. Je parle avec la France. Quel est l'interlocuteur? Je parle de dialoguer avec la France. Mahmoud Abbas? Laissez finir. Non, avec la France, je parlais. Mais même la France, quel est son interlocuteur? Quel est son interlocuteur? Non, je parlais du dialogue entre Israël et la France. Stéphane, on a vu les... mal fait comprendre. Attends. Stéphane, on a vu les... Voilà, là, le dialogue entre Israël et la... Là, c'est pas comme ça qu'on va aider le dialogue entre c'est pas comme ça qu'on va aider le dialogue entre Israël et la France. Parce que déjà, donc il faut pas le fermer. Avec le comportement... Non, mais le comportement d'Emmanuel Macron depuis le 7 octobre, c'est... Mais on est d'accord. C'est lui qui n'aide pas. Bon, ben... Mais je suis d'accord là-dessus. Mais de fermer le consulat ne va rien apporter. Caroline, j'ai une question pour vous. Caroline, j'ai une question pour vous et après, Claudie, vous conclurez le débat. Qu'est-ce qui pourrait apaiser les tensions entre la France et Israël, Caroline? Là, en l'état, on a eu une succession. Il n'a pas marché contre l'antisémitisme, notre président. Il a reconnu un État palestinien sans condition, alors qu'il avait dit au début qu'il fallait que le Hamas soit désarmé et que les otages soient libérés. Finalement, il ne l'a pas dit. Il a reçu Mahmoud Abbas en grande pompe, je vous le rappelle, le 11 novembre. Là, très franchement, il faudrait qu'il fasse 5 pas en avant. Je ne sais pas lesquels, mais en l'état, les relations sont catastrophiques, et pas du fait d'Israël, du fait de la France. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez l'extermination de ce peuple? Vous voulez... Non, attendez, je termine. Vous voulez, je parle du peuple palestinien. Vous voulez... Non, mais attendez. Vous voulez la soumission totale sans qu'il n'ait rien à demander. Non, mais attendez, pour vivre comme n'importe quel être humain de la planète, qu'est-ce que vous voulez? Si à un moment donné, même lorsque l'on doit dialoguer, lorsqu'il doit y avoir la diplomatie qui prend le pas sur les armes, sur les morts, de part et d'autre d'ailleurs, vous ne voulez pas entendre et vous trouvez des raisons parce que l'État israélien empêche... Non, c'est pas leur sujet. C'est-à-dire qu'à un moment donné... oui, la diplomatie, elle est importante. Non, mais là, on parlait pas de ça. Mais si, c'est bien de ça. On parle de représentation. Il faut bien que des peuples qui n'ont même pas un État soient représentés par quelqu'un. Et que la France, et que le rôle de la France et de l'Europe permettent ça lorsque les choses sont compliquées. Caroline, une réponse en 30 secondes et après, on avance parce qu'il y a la carte blanche qui nous attend. En 30 secondes. Quand j'entends l'extermination du peuple palestinien, mais à quel moment Israël a voulu exterminer le peuple palestinien? Comprenez ce que je veux dire. Comprenez ce que je veux dire par là. Non, mais je crois que les mots sont importants. Que faut-il faire pour qu'il y ait enfin la paix? Pour l'instant, quand on fait des sondages, chère Claudie, quand on fait des sondages à Ramallah et qu'on demande, parce que je les ai vus les sondages, et c'est des petits Américains qui les ont fait récemment, on demande est-ce que vous voulez la paix avec Israël? Sur 20 personnes interrogées, les 20 disent non. J'ai pas terminé. Vous faites le même sondage. On peut l'entendre. Attendez, vous faites le même sondage dans la population israélienne. Les 20 disent oui. On peut l'entendre. On a compris, il faut qu'on avance, après il y a la pub. Il faut qu'on avance. Stop, Claudie. Stop. Ça se débat. Stop. J'ai dit stop. Ça se débat, saison 1, épisode 16. Et la tradition veut que cette émission se termine par la carte blanche de monsieur Julien Assal. Julien, on vous écoute. Et oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Raphaël. Alors la grosse info pour commencer, en Israël on parle d'une éventuelle fermeture du consulat français à Jérusalem. Voilà, après il faut dire que les diplomates français, ils sont trop occupés à expliquer aux Palestiniens la différence entre Camembert et Brie. Du coup, ils pourraient être amenés à rentrer chez eux. Voilà, les uns à Paris et les autres à Ramallah. En tout cas, le Camembert, c'est devenu une arme diplomatique secrète. Là, par contre, Israël, il n'a pas l'intention de laisser partir comme ça. Il faut laisser la cave à vin et le boulanger. Du coup, moi j'ai une idée. Vu le sondage d'hier montrant que 66% des Français sont contre Jean-Luc Mélenchon, on pourrait faire du consulat le siège de LFI, si ce n'est déjà fait. Alors, Mélenchon, il sera accompagné de Mathilde Panot, et moi j'imagine bien Mathilde dans la vieille ville de Jérusalem, acclamée par la foule, se présentant devant le mur des lamentations, et en se demandant où est l'Ouest par rapport à l'Est pour participer à la prière. Sacrée Mathilde Panot. Bon, deuxième info, l'Allemagne elle veut encore remplir son panier de missiles Arrow 3 made in Israël. Voilà, en vrai c'est normal, hein. Avec la carte de fidélité, 10 missiles achetés, le 11e offert.
Ce serait dommage de s'en priver. Et officiellement, Berlin, il dit que c'est pour se protéger contre une éventuelle attaque. Mais en vrai, l'Allemagne, elle veut surtout éviter qu'un missile vienne uriner l'happy hour, pile quand la pinte passe à moitié prix. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne est déterre à protéger son patrimoine. Et cette coopération avec Israël est validée par les États-Unis. Vous savez, c'est un peu le parent qui doit signer l'autorisation pour la sortie scolaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'Europe refait toute sa sécurité entièrement. On est passé en mode Ikea de la défense, là. Tu montes un dôme antimissile, tu perds une vis, tu relis le tout à une prise américaine et tu pries pour que ça tienne. Et dernière info, et là pas des moindres, Laurent Ayage, je suis tombé sur votre Insta ce matin. Merguez et cigare à la main, vous avez tout compris au kiff, j'ai imprimé la photo. D'ailleurs, cette photo, mettez-la en photo de profil sur Insta, ce sera parfait. Ah mais Laurent, c'est super de faire des barbecues pour les soldats, mais ne les rendez pas obèses non plus. Et d'ailleurs, après l'émission ce soir, je vous envoie l'inscription pour Top Chef, et si ça marche pas, devenez traiteur officiel de tous les kibbutz d'Israël, mais faites un truc, ne laissez pas cette photo sans suite. Allez, et nous on se dit à lundi prochain, Raphaël. Bisous. Alors cette photo ? Ah ben j'ai passé hier une soirée, parmi d'autres, une soirée magnifique avec des soldats pas loin de Jenin, et on leur a fait un petit barbecue et ça fait plaisir. Cigare à la bouche, et les barbecues. Attention, c'est pas bon pour la santé. Voilà. Ainsi s'achève cette émission. Merci à tous les quatre. Restez avec nous sur i24 News. À très vite.